Madame, monsieur, bonjour. Vous connaissez le rituel du samedi dans Télématin, où vous préparez des passeports, parce que c'est parti pour notre grand voyage hebdomadaire. Alors que la journée mondiale contre l'homophobie aura lieu mercredi prochain, France 2 diffusera un téléfilm sur ce thème, intitulé « Baiser et voler ». C'est une bonne occasion pour nous de faire un état des lieux de la situation, et cela aux quatre coins du monde, puisque c'est le but de cette séquence. La lutte contre l'homophobie existe-t-elle dans tous les pays ? Comment vit-on son homosexualité, précisément dans certains pays où elle n'est pas acceptée? Est-ce qu'il y a des pays où les gouvernements eux-mêmes agissent pour faire évoluer les consciences? C'est ce que nous verrons, entre autres choses, avec nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors pour nous éclairer ce matin, nous avons fait appel à Dominique Derda, qui est notre correspondant permanent à Moscou, Nicolas Bertrand, qui nous attend à New Delhi, en haut à droite, Sylvain Le Petit, en bas à gauche, notre correspondant au Moyen-Orient, et enfin Marc de Chalvron, qui nous donne rendez-vous à Dakar. Alors on commence ce tour du monde par la Russie. C'est un pays particulièrement violent, vous le savez peut-être, envers la communauté gay. Dominique, ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler des persécutions dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie, hein, la Tchétchénie qui fait partie de la Fédération de Russie. Alors il y a des dizaines d'hommes qui ont été arrêtés, torturés et pour certains même tués. Alors est-ce qu'à Moscou, cette affaire a eu le même retentissement qu'en Occident? Bonjour Dominique. Bonjour William, bien je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'il y a pratiquement que les médias indépendants ici qui en ont parlé. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, Novaya Gazeta, qui a révélé au début du mois d'avril les persécutions dont sont victimes ces homosexuels en Tchétchénie. Et la journaliste qui a effectué cette enquête depuis se cache parce qu'elle a reçu des menaces de mort. Elle a bien raison de se cacher. Dans sa rédaction, pas moins de 6 journalistes qui ont dénoncé les atteintes aux droits de l'homme en Tchétchénie. 6 journalistes ont été assassinés au cours des années passées. Ailleurs en Russie, la situation des homosexuels, fort heureusement, est beaucoup moins dramatique, mais elle reste difficile. Avec Patrice Hacheret et Tania Tarasenkova, pour tenter d'en prendre la mesure, nous sommes rendus à Saint-Pétersbourg. La ville est considérée comme la plus ouverte, la plus tolérante de Russie. Et comme vous allez vous en rendre compte sur ces images, eh bien, même là-bas, c'est pas gagné. Le défilé du 1er mai à Saint-Pétersbourg. Nous n'avons pas peur, crient ces défenseurs des droits de l'homme et les membres d'associations homosexuelles. La Russie un jour sera libre. Sur le trottoir, le député Vitali Milonov, venu les narguer. Il s'adresse à un policier. Je suis là avec mes enfants, pour voir le défilé. Et regardez-moi tous ces dégénérés, ces traîtres à la patrie. Homophobe déclaré, il est à l'origine d'une loi qui interdit ce qu'on appelle ici la propagande homosexuelle. Le visage couvert de peinture, ces militants dénoncent les persécutions dont sont victimes en Tchétchénie tous ceux qui sont soupçonnés d'homosexualité. Ils réclament une enquête et finiront au poste. Saint-Pétersbourg, depuis toujours, est pour la Russie comme une fenêtre sur l'Occident, une ville plus ouverte que Moscou et le reste du pays. Ça n'en fait pas pour autant un paradis de tolérance. Entrée interdite au PD, dit cet écriteau dans la vitrine. Le magasin appartient à cet homme, German Sterligov, un millionnaire ultra-conservateur qui s'est lancé dans l'agriculture. Nous interrogeons l'un de ses employés quand une voisine entre dans le magasin et prend à partie cet homme en noir qui la filme avec son téléphone portable, un associé de Sterligov. Avant, c'était les nazis qui mettaient ce genre d'enseigne, interdit aux juifs. C'est une honte pour notre ville. Et j'espère bien que personne ne viendra jamais dans votre boutique. Ah bon, d'accord. Une fois par mois, une association organise des rencontres où se retrouvent des parents d'enfants homosexuels et des jeunes gens qui ont parfois du mal à avouer à leurs proches leur homosexualité. Ils se soutiennent, se donnent des conseils. Tous s'inquiètent du climat qui règne actuellement en Russie. Tout ici est de pire en pire. Les lois ne sont pas respectées. S'il arrive quelque chose à ton fils, tu ne sais pas à qui t'adresser. Il n'y a que si on le tue que la police finira par faire quelque chose. C'est tout. La nuit est tombée sur Saint-Pétersbourg. Derrière cette porte discrète, le premier club gay de la ville. Ici au moins les gens peuvent être eux-mêmes. Comme si pour vivre heureux, il leur fallait vivre cachés.
Nous, on aimerait bien pouvoir vivre au grand jour. Mais des boîtes comme la nôtre, en fait, ça arrange le pouvoir et aussi la police. Parce qu'on y est enfermé et qu'ainsi, à leurs yeux, on ne représente une menace pour personne. Il y a quelques années encore, ce club était le seul de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, ils sont 4 et on y chante, on y danse souvent jusqu'à l'aube. Preuve que dans ce pays, si le régime est de plus en plus répressif, la société, elle, peu à peu, évolue. Dominique, on a un peu l'impression quand même que le gouvernement fait marche arrière en ce qui concerne les droits des homosexuels. Comment on peut expliquer ça ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas une seule réponse, William, à cette question. Il y en a plusieurs. Disons que le climat général est à l'exaltation de la virilité, des valeurs religieuses et traditionnelles très conservatrices. Et l'homosexualité masculine en particulier est présentée ici comme une déviance importée de l'étranger, de l'Occident, présentée comme dépravée et corrompue. La loi qui interdit la propagande homosexuelle, qui date de 2013 et que l'on doit à ce député que vous avez vu au début de notre reportage, cette loi de fait interdit pratiquement aux médias et aux enseignants toute forme d'information ou de débat autour de l'homosexualité et elle contribue à la stigmatisation en Russie des homosexuels. Merci beaucoup Dominique. Je rêve ou vous êtes pris un coup de grêle là ? Un petit grêlon ici, vous savez, on a beau être au mois de mai, on se croirait plutôt au mois de novembre, William. Bon, mettez-vous à l'abri. Merci beaucoup Dominique. À très bientôt dans Télématin. À bientôt. Pour la suite du voyage direction l'Inde où l'homosexualité est passible de prison là-bas. Et pour cause, elle est considérée comme un crime. Alors sur place, Nicolas Bertrand. Alors Nicolas, il paraît que il existe une loi qui pénalise les rapports homosexuels et cette loi n'a pas évolué alors depuis 1860. Mais c'est incroyable ça. Bonjour. Bonjour William, exactement, il s'agit de l'article 377 du Code pénal indien qui criminalise les relations homosexuelles. Un code pénal qui a été écrit, vous le disiez, il y a plus de 160 ans, alors que l'Inde était encore une colonie britannique. Mais la loi est toujours en vigueur et les contrevenants encourent 10 ans de prison et une amende. Pourtant, en 2009, la Haute Cour de New Delhi avait jugé cette loi anticonstitutionnelle. Mais 4 ans plus tard, retour en arrière suite à la pression et aux pétitions mises en place par des groupes religieux radicaux. La Cour suprême du pays a cassé ce jugement et donc cette vieille loi de 1860 est à nouveau entrée en vigueur. Mais il n'y a pas que la loi qui pose problème en Inde. Les mentalités sont incroyablement rétrogrades et vivre son homosexualité au quotidien est un défi, un danger parfois. Nous avons suivi des gens qui tentent de faire changer tout de même les mentalités. Regardez ce reportage, il est signé Héloïse Dayan et Mélodie Schumann. Dans la rue, Sharif Rangneckar est toujours prudent. Il est homosexuel, accepté par ses parents et ses proches, mais pas par la société indienne. Les gens nous regardent. Si je veux tenir la main de mon partenaire ou l'embrasser, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses que l'on ne peut pas faire. Il y a beaucoup de haine et de rejet. Les regards, les menaces ou même le harcèlement au travail, il a dû affronter tout ça. Mais le pire est arrivé ici, dans cette rue peu passante de New Delhi. C'est ici que ça s'est passé. Sharif venait chercher son ami lorsque 2 policiers les arrêtent. Ils les plaquent contre le mur, les touchent, les étranglent avec leurs matraques. Mon cœur battait très fort. J'avais vraiment très peur. Parfois, je me demande ce qui aurait pu se passer. On n'a jamais le contrôle de la situation. Il y a beaucoup d'histoires de policiers qui parfois arrêtent des homosexuels au hasard et en abusent sexuellement. Bien souvent, les victimes de telles violences ne portent pas plainte. La loi peut même se retourner contre elles, car les actes homosexuels sont encore passibles de prison en Inde. Être gay ici, c'est criminel, c'est tabou, et parfois même totalement incompris. Vous voulez dire un homme qui aime une fille? Non, un homme. Comment ça? 2 hommes qui s'aiment? Non, ça c'est mal, ce n'est pas normal. C'est très mal. Les femmes sont faites pour aller avec les hommes. Un homme peut aimer une femme, mais 2 hommes qui s'aiment, c'est contre nature. Face à l'hostilité de la rue, un drapeau arc-en-ciel. Nous sommes chez Jérôme, le premier café gay de New Delhi et à vrai dire le seul de la capitale. Celui qui l'a ouvert, c'est lui, un chef cuisinier français.
Il n'y avait rien du tout pour accueillir les gays. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose ici pour eux. Un lieu de liberté, un lieu de rencontre où tout se passe bien. Un lieu où ils se sentent en sécurité aussi. Pourtant, Jérôme et son équipe restent conscients des risques. Quelqu'un pourrait venir au café dans l'intention de tout casser. Cela est arrivé à Bangalore ou à Bombay. Nous avons très peur de ça. Mais cela ne nous freinera pas. Nous avons ouvert ce café et nous le garderons ouvert autant que nous le pouvons. Déterminés, les homosexuels indiens osent de plus en plus, notamment dans des soirées privées qui leur sont entièrement dédiées. Ce soir, l'invité vedette est Manvendra Singh. Le prince, fils de Maharaja, est une icône pour la communauté. Il y a 10 ans, il était l'une des rares figures publiques à faire son coming out. Nous avons de plus en plus de soutien de la communauté, mais aussi de la société. Les choses s'améliorent en Inde. Il y a beaucoup de changements positifs. Bien sûr, cela va prendre du temps parce que la société est homophobe, mais nous devons changer les mentalités. Les moments de liberté comme cela sont rares et restent à conquérir. Pour l'instant, ils sont réservés à une classe de privilégiés. Alors Nicolas, on l'a vu dans le reportage, là, les homosexuels en Inde subissent de grandes violences au quotidien. Bon, mais comment ça se passe dans le cercle familial? Est-ce que c'est plus toléré que dans la rue? Alors là, non, pas du tout. Dans les familles moyennes indiennes, l'homosexualité est vécue comme une catastrophe, comme une maladie en fait, dont il faut se débarrasser à tout prix. Les parents ont parfois recours à de véritables charlatans qui mettent en place des pseudo-thérapies à coups d'électrochocs. Et puis il y a des familles dans lesquelles les personnes homosexuelles sont tout simplement passées à tabac, voire même violées. Et enfin, dans la plupart des cas, l'enfant homosexuel sera de toute façon marié contre son gré. Cela est peut-être un petit peu plus facile ici dans les grandes villes, mais dans les campagnes, dans les villages, être homosexuel, c'est tout simplement un cauchemar en Inde. Alors, en revanche, il y a une communauté pour laquelle la situation est bien meilleure que celle des homosexuels. Ce sont les transgenres, paraît-il. Oui, absolument. Les transgenres, c'est un cas à part. L'Inde est exceptionnellement avancée sur la question. Le pays reconnaît dorénavant un troisième genre. Sur la carte électorale, par exemple, ou sur de nombreux autres documents officiels, les personnes peuvent cocher la case « autre ». C'est le cas dans les universités. Dans le sud du pays, à la télévision, il y a un transgenre qui présente les informations et un transgenre a également été élu maire d'une ville de plus de 130 000 habitants. Alors, pourquoi cette reconnaissance? Eh bien, la réponse est tout simplement religieuse. Depuis des siècles et des siècles, les transgenres sont vénérés dans de très nombreux textes sacrés hindous. Ah voilà, tout s'explique. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'Internet se transforme malheureusement en forum de la haine sur toutes sortes de sujets, vous connaissez ça, et notamment contre les homosexuels, Julia? Oui, s'il y a un chiffre dont Internet peut avoir honte, eh bien, c'est bien celui de l'homophobie, William. Tous les ans, les décomptes de l'association SOS Homophobie enregistrent une inquiétante poussée du phénomène de haine entre 150 et 160% par an, ce qui est énorme. Alors évidemment, c'est dû à l'explosion des réseaux sociaux, et notamment Twitter, qui est le réseau social numéro 1 de la haine, selon les chiffres de cette association. Et puis c'est vrai que les débats pendant le semestre 2013, les débats autour du mariage pour tous n'ont fait qu'enflammer davantage les propos sur Internet. Alors l'enjeu des associations, William, comme celle-ci, SOS Homophobie, ça va être de réduire la visibilité de ces propos. À défaut de pouvoir les supprimer totalement, l'idée, ça va être de les réduire. D'un côté, vous avez les sites de presse qui sont obligés de supprimer tous les propos haineux, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, William, n'ont pas d'obligation. La seule chose qu'ils sont obligés de faire, c'est de supprimer ceux qui sont signalés par les internautes. Et vous voyez, là où je veux en venir, William, c'est que du coup, cette veille des internautes, elle est très importante parce que cette notification auprès du réseau social va l'obliger à supprimer le propos incriminé. Donc vous avez chaque réseau social à sa page, comme celle-ci pour Twitter et celle-ci pour Facebook, où il faut signaler ce que vous allez voir, le propos qui va vous choquer, vous le signalez au réseau social qui, à ce moment-là, est obligé de le supprimer. Vous pouvez aussi être bénévole pour SOS Homophobie et faire partie des biches. Les biches, ce sont les brigades Internet
contre l'homophobie et le sexisme. Et là, ils vont directement agir auprès du réseau social pour signaler et prévenir de propos qui sont haineux, violents et dérangeants. Cela dit, du coup, à l'inverse, à l'opposé, j'imagine que la lutte contre l'homophobie est aussi présente sur la toile, non ? La lutte est très présente et heureusement, ça va être la sensibilisation qui va apparaître comme la meilleure des méthodes. À défaut de tout pouvoir supprimer, vous avez des campagnes qui ont beaucoup marqué sur Internet. Vous avez celle-ci, Kisses Against Homophobia, qui a été mise en ligne par Amnesty International. Chaque internaute est invité à se prendre en photo de profil, en train d'embrasser dans le vide. Les photos sont ensuite collées aléatoirement à une autre personne du même sexe. Et ça fait le tour du monde, William. Le tour du web, le tour du monde, ça a été partagé. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et puis, une campagne dont vous avez sûrement entendu parler, parce qu'on en avait parlé nous-mêmes à Télématin, c'est celle-ci, c'est Homophobiol. Ce traitement, le premier traitement pour soigner l'homophobie. Ce traitement a fait un carton sur Internet. C'était vraiment, c'est l'ONG française AIDS qui a mis ça en ligne. Utiliser l'humour, la provocation pour montrer et dénoncer le phénomène de l'homophobie. Puis après, évidemment, William, notamment pour les jours qui viennent, vous avez le site du refuge qu'il faut absolument consulter. Beaucoup de choses pour savoir tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent, si vous voulez participer, intervenir, etc. Merci beaucoup, Julia. Direction le Moyen-Orient maintenant, avec notre correspondant sur place, Sylvain Le Petit. Et dans cette région du monde où l'extrémisme religieux fait des ravages, vous le savez, les homosexuels en sont parmi les premières victimes. Alors Sylvain, j'imagine que là-bas, il est quasiment impossible pour la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle, LGBT comme on le dit maintenant. Très difficile pour eux de se faire entendre, voire même d'exister, je suppose. Bonjour. Bonjour William, en effet, le Moyen-Orient reste la région la plus répressive du monde envers la communauté LGBT. En Arabie Saoudite ou en Iran, l'homosexualité reste passible de la peine de mort et dans la plupart des pays aux alentours, ce sont de lourdes peines de prison. Et pourtant, quelques personnalités osent défier les extrémistes religieux de leur pays, les lois et les mœurs. Je vous propose de découvrir Mike Ali, le premier magazine LGBT du Moyen-Orient, ici, en Jordanie. Le lieu du rendez-vous a été tenu secret jusqu'au dernier moment. La capitale jordanienne est la plus tolérante de la région. L'homosexualité a été dépénalisée, mais afficher publiquement son orientation sexuelle reste interdit. Le rédacteur en chef de Mike Ali, Khalid Abdelhadi, est l'un des seuls homosexuels à oser s'exprimer. Aujourd'hui, il organise un photoshooting pour son prochain numéro. C'est l'histoire de deux femmes qui vont s'habiller en hommes. Et là, c'est une prise importante, car c'est la seule fois qu'on les voit en femmes. Je veux aborder la question de l'identité féminine et masculine. C'est ça que je recherche. Ah oui, ça j'adore. La séance photo va durer toute la journée et s'inspire d'un film égyptien très connu des années 60 qui raconte le travestissement de deux femmes pour s'imposer dans le monde des affaires. Une forme d'hommage pour Khalid, car selon lui, le Moyen-Orient était plus tolérant à cette époque qu'aujourd'hui. Oui, la société était plus libérale, même pour les femmes. Il n'y avait pas cet extrémisme religieux d'aujourd'hui, juste une forme de conservatisme social. Khalid a lancé Mike Ali il y a 10 ans. Au départ, ce n'était qu'un blog d'étudiants qui est devenu viral grâce à une publicité inattendue, celle des islamistes qui n'ont jamais arrêté de dénoncer l'existence de la première revue LGBT du Moyen-Orient. Le magazine est téléchargeable gratuitement en ligne et met régulièrement en couverture des personnalités du monde arabe, saoudienne, syrienne ou irakienne. Ce que nous faisons est très important pour garder une visibilité et changer les mentalités et les stéréotypes. Des prises de position qui lui ont valu des menaces, dont Khalid ne veut pas tenir compte. Si je dois être effrayé par tout ce qui arrive au Moyen-Orient et dans mon pays, je ne ferai jamais rien. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Mike Ali compte 60 000 lecteurs, un chiffre qui devrait augmenter. Publié jusqu'à maintenant en anglais, les prochains numéros seront disponibles en arabe. Une manière d'affirmer un peu plus l'identité d'une communauté qui a soif de reconnaissance au Moyen-Orient. Le développement d'Internet a permis à beaucoup de gens de prendre la parole. Et le mouvement LGBT est de plus en plus fort et visible. Pour l'instant, Mike Ali ne gagne pas d'argent et ne fonctionne que grâce au bénévolat, des modèles et des photographes. Mais surtout, à l'engagement de Khalid, le prix,
de l'indépendance. Sylvain Le Petit, qui était à Amman. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt. Retour dans l'Hexagone maintenant, avec Isabelle Martinet. On va dresser un bilan sur l'homophobie, mais dans notre pays cette fois-ci. Est-ce que les mentalités évoluent au fil des années ? Alors, au niveau de la reconnaissance de l'homosexualité, ça va mieux. Au niveau de la vie quotidienne, il y a encore des progrès à faire. Ça va mieux si on se souvient qu'avant 1791, l'homosexualité était, je cite, une abominable luxure méritant la peine de mort. Au 19e, les homosexuels étaient recensés pour prévenir tout scandale public. Et il faudra quand même attendre, chez nous, en France, 1990, pour que l'Organisation mondiale de la santé supprime l'homosexualité de sa liste des troubles du comportement. Autrement dit, jusque-là, c'était considéré comme une maladie mentale. Et aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la reconnaissance de l'homosexualité s'est accélérée en 89 avec le Pacs, ouvert aux couples de même sexe. Et puis on le sait, depuis 2013, la loi autorise le mariage homosexuel et l'adoption pour les couples mariés. Bon, alors là, vous venez de le dire, globalement ça va mieux. Mais vous disiez que du côté de la vie quotidienne, il y a encore des progrès à faire ? Oui, parce que si l'homosexualité se vit plus au grand jour, l'homophobie s'exprime encore dans la vie quotidienne. On a une association leader dans la lutte contre l'homophobie qui a publié des chiffres. Alors attention, il ne s'agit pas d'un recensement officiel de discrimination, mais d'une simple étude, j'ai envie de dire, établie en 2016 à partir de 1300 témoignages d'insultes, d'agressions verbales ou physiques qui se sont déroulés soit en famille, soit dans les lieux publics, soit dans le cadre professionnel, soit à l'école. Comment ça, à l'école ? À l'école, je dis bien. Ça veut dire que dans l'univers scolaire, la différence n'est pas encore bien appréciée, bien reconnue, bien acceptée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 69% des victimes ont moins de 18 ans et que les agresseurs sont les élèves, avec des moqueries, avec des insultes, avec des crachats et parfois des coups. Et parallèlement, eh bien, le soutien familial, qui est vraiment indispensable dans ce genre de situation, n'est pas toujours présent. Résultat, eh bien, il y a plus de tentatives de suicide chez les jeunes homosexuels. Alors, est-ce que le ministère de l'Éducation, est-ce que l'État, en règle générale, mène des campagnes d'explication ? Oui. Oui, la réponse est oui. Il y a quand même le ministère de l'Éducation nationale qui a distribué un guide d'accompagnement pour les enseignants et aujourd'hui, l'homophobie est inscrite dans les programmes d'enseignement civique. Il ferait bien de distribuer aux parents aussi. Ce serait pas mal. Non, mais comme le carnet scolaire. On le glisse dans le carnet scolaire, que les parents apprennent ce qu'on dit aux enfants. De toute façon, qu'il y ait une coordination entre les parents et les enseignants. Et en attendant, que peuvent faire les victimes je ne sais pas, porter plainte ? Mais oui, il n'y a pas d'autre solution. Effectivement, porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche, en ayant soin évidemment au préalable de recueillir autant de preuves que possible, que ça soit sous forme de capture d'écran, d'enregistrement ou de témoignage. Est-ce que la loi protège les homosexuels ? Quelles sont par exemple les peines encourues par ceux qui les persécutent, qui les harcèlent, qui les discriminent ? Alors déjà, dans le code pénal, une circonstance aggravante, c'est l'homophobie, justement, en cas de crime ou de délit. Et puis, dans la loi de protection contre tout ce qui est discrimination, eh bien, on l'a renforcée, cette loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle punit vraiment et elle pénalise toute discrimination pour orientation sexuelle, y compris dans l'univers professionnel, c'est-à-dire à l'embauche. Alors, les peines encourues, tout ce qui concerne, vous les avez ici, tout ce qui est diffamation, provocation à la violence, c'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Et tout ce qui est injure, c'est 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Est-ce que les victimes peuvent, je ne sais pas, se faire aider Oui, il existe des associations de lutte contre l'homophobie qui ont obtenu un agrément national pour justement soutenir les victimes et les aider à assumer leurs différences. Nous en avons sélectionné quelques-unes. Ici, vous en avez 4 qui sont particulièrement efficaces. Bien évidemment, il y en a d'autres. Et puis, on dispose aussi d'un service d'écoute qui fonctionne tous les jours de 8h à 23h. Service évidemment anonyme. Merci beaucoup. Vous vouliez terminer sur une note plus optimiste ? Oui, une note d'ouverture, simplement pour rappeler que on ne choisit pas d'être homosexuel, la première chose. Deuxièmement, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, avec plus ou moins d'acceptation selon les périodes de l'histoire, ce qui faisait d'ailleurs dire à Marcel Proust, il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme. Alors, sans en faire une norme, juste une citation de tolérance signée Kierkegaard, philosophe danois du 19e siècle, et qui dit « Qu'aime l'amour l'infinité,
Que craint l'amour des bornes. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à méditer. À vous de jouer. Merci beaucoup, Isabelle. Allez, pour la fin du périple, on s'envole pour Dakar, où nous attend Marc de Chalvron. Même s'il y a quelques exceptions, et vous allez nous dire lesquelles, Marc, j'imagine que la vie est loin d'être simple pour les homosexuels en Afrique noire. Et oui, William, effectivement, il ne fait pas bon être homosexuel en Afrique, puisque près de la moitié des pays qui, dans le monde, sanctionnent l'homosexualité, bien près de la moitié de ces pays se trouvent en Afrique. Ça fait 38 pays sur 54 pays en Afrique qui sanctionnent, qui pénalisent l'homosexualité, et parfois très lourdement. Plus de 10 ans de prison au Nigeria, 5 ans de prison au Cameroun, idem ici au Sénégal. Donc on peut le comprendre, dans beaucoup de pays africains, les homosexuels vivent cachés. Mais il faut nuancer ce constat. Je l'ai dit, il y a beaucoup de pays en Afrique et les situations peuvent beaucoup varier d'un pays à l'autre. En Afrique du Sud, par exemple, le mariage homosexuel est autorisé par la loi. En Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui fait figure d'exception, presque d'Eldorado, c'est la Côte d'Ivoire, où les homosexuels ne vivent pas cachés. Regardez ce reportage tourné en Côte d'Ivoire par Julien Voix et Sylvain Barral. Bienvenue chez Abdou, où le sourire est de rigueur. Ici, on coupe les cheveux dans la bonne humeur. Toutes les coiffeuses, c'est ainsi qu'ils s'appellent, sont des hommes homosexuels et fiers de l'être. Moi, je fais ce qui me plaît et je fais ce que j'ai envie de faire. On ne m'empêche pas. Et dans cette ville, c'est possible? Dans cette ville, c'est possible. Nous sommes au marché de Marcory, au cœur du quartier populaire d'Abidjan. Si le salon de coiffure existe aujourd'hui, ça n'a pas toujours été une évidence. Il y a eu des menaces, il y a eu des... tout. Et comment ça s'est passé? Bon, on a su gérer ça, quoi. Entre nous, on règle ça à l'amiable, bon, puis ça passe. Le salon ne désemplit pas, et pour la clientèle, c'est la qualité qui prime. Que je sois belle, quoi, en sortant d'ici. C'est la seule chose qui compte. En Côte d'Ivoire, aucune loi ne pénalise l'homosexualité, une exception en Afrique de l'Ouest, ce qui n'empêche pas l'homophobie et l'angoisse. Pour sortir, souvent, nous, on a peur. Quand je rentre chez moi, ici, dans la maison, parce que je me dis non, que faut pas qu'il y ait sorti, les gens vont m'attaquer, les gens vont m'agresser. Ici, coincé dans ma maison, ils ne sont pas. L'homosexualité tout juste tolérée, elle dérange jusqu'aux voisins du salon de coiffure. Chacun sa vie, mais ce qui mène, nous, franchement, ça nous colle pas, on n'aime pas. On n'aime pas, mais on fait avec. Si la situation est loin d'être parfaite, la Côte d'Ivoire est un refuge pour de nombreux homosexuels de la région, comme ce jeune Malien, persécuté dans son pays, dit-il. Je voulais vivre et puis caché, tu vois. Non? Les autres pouvaient prendre exemple, c'est la Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, au Mali, Burkina. Les autres qui ressentent la même chose que moi, puis se sentaient à l'aise, parce que nous sommes des êtres humains. Nous tous, on a droit à la vie. Oui, les homosexuels vivent en Côte d'Ivoire. Ils ont même des boîtes de nuit, 3 en tout à Abidjan, qui ont pignon sur rue. Au Sasbar, on danse, on rit, entre homosexuels, inimaginable dans les pays voisins. Alors, comment expliquer cette particularité ivoirienne? Le patron du bar a son explication. Mais en Côte d'Ivoire, on trouve beaucoup de religions. Donc, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de traditions. Donc, les gens arrivent quand même à faire un mélange et ça fait qu'il y a la tolérance qui existe. Une tolérance qui a ses limites. Pour vivre heureux en Côte d'Ivoire, les homosexuels ont intérêt à vivre discret. Bon, on le voit bien, là, Marc, à travers ce reportage, même en Côte d'Ivoire, considéré comme un pays plus tolérant, quoi. Ça reste compliqué pour les homosexuels, non? Et oui, William, on l'entend, on le devine dans ce reportage. Tout n'est pas rose pour les homosexuels en Côte d'Ivoire, car si la loi ne sanctionne pas l'homosexualité, les homosexuels ne sont pas non plus protégés par la loi. Et de fait, il y a beaucoup de violences contre la communauté gay. Et en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, les homosexuels vivent la plupart du temps cachés, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et on pense notamment à la lutte
contre le VIH, puisque les homosexuels qui vivent cachés cachent également le fait qu'ils peuvent être atteints par la maladie. Et il y a des taux de prévalence qui sont très importants, près de 50% au Cameroun. 50% des homosexuels seraient atteints par la maladie, 20% en Côte d'Ivoire, et c'est d'ailleurs là-dessus que la communauté gay en Côte d'Ivoire essaye de porter son effort. Elle ne revendique pas de droits spécifiques, mais elle essaye de faire en sorte que les homosexuels qui se trouvent en Côte d'Ivoire puissent avoir accès à un traitement décent, tout simplement. Mais plus généralement, Marc, pourquoi l'homosexualité représente un tel problème en Afrique ? Alors il y a une combinaison de raisons qui expliquent un durcissement réel à l'égard des homosexuels en Afrique. Il y a tout d'abord le facteur religieux. Il suffit de regarder les pays qui sont traversés par un essor des mouvements évangéliques en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. On pense notamment à l'Ouganda. Eh bien, ces mouvements prospèrent souvent sur un discours très haineux à l'égard de la communauté gay. Et puis les gouvernements africains n'hésitent pas à utiliser ce ressentiment anti-homosexuel pour masquer leurs propres échecs. Et là, on pense notamment au Zimbabwe, où le président Robert Mugabe, qui est un dictateur qui est là depuis plus de 30 ans, a été l'un des premiers historiquement à utiliser cette haine anti-gay. Il a accusé l'Occident de vouloir introduire le diable en Afrique, en important ces valeurs en Afrique, comme si l'homosexualité était totalement absente du continent africain, ce dont on peut douter, évidemment. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt dans Télématin. Madame, Monsieur, fin d'émission. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la lutte contre l'homophobie aux 4 coins du monde. La semaine prochaine, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, où Télématin sera présente, la culture sous toutes ses formes sera à l'honneur. Quelle place occupe-t-elle au-delà de nos frontières? La culture est-elle un business comme un autre chez nos voisins, proches ou lointains? Quels sont les pays les plus culturellement actifs ou attractifs, et dans quel domaine en particulier? Alors pour le savoir, rendez-vous samedi prochain. Voilà, Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est la petite séance de rattrapage. Très bon week-end à chacun d'entre vous.